Bonjour tout le monde. Allô. Donc, écoutez, je vais commencer tout de suite. Comme le disait si bien Liette, je viens parler de construction, modernisation de serres. Puis, c'est un défi en soi parce qu'on doit choisir le site, choisir le type de structure, les équipements, le recouvrement. Et puis, c'est un défi aussi dans le fait que ça demande des investissements qui sont importants, plusieurs milliers, même dizaines de milliers de dollars, et des fois même plus. Donc, c'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui. C'est pour vous fournir quelques éléments de réponse pour vous aider à répondre à ces questions-là. Et puis, vous verrez que tout au long de ma présentation, je mets l'accent au niveau vraiment du maraîchage diversifié, donc des entreprises en maraîchage diversifié, ou encore qui font de la production de légumes sur petite ou moyenne surface. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, par exemple, des équipements, mais c'est ça. 25 minutes, c'est très rapide. Donc, petit plan de la présentation, je vais passer vite fait sur... En fait, j'ai mis la planification parce que c'est super important. Le choix du site, c'est quelque chose de permanent avec lequel on va vivre plusieurs années, donc c'est important de bien le faire. Les différents types de structures, là encore, ça va passer assez vite. Et puis, je vais surtout m'attarder au niveau des recouvrements puis des équipements. Donc, c'est ces deux gros morceaux. Écoutez, planification, pourquoi c'est si important? En fait, je pense que ça serait plus rapide de dire les raisons pour lesquelles une planification n'est pas importante. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons, puis on en accompagne, nous, des entreprises en démarrage. Et puis, la plupart du temps, les échecs sont dus à un manque de planification. Donc, pour quelqu'un qui démarrait ou qui voudrait avoir une phase d'expansion, le conseil que je donnerais, c'est de mettre toutes les chances de son côté, puis vraiment de planifier son projet, d'avoir un plan d'affaires. Afin de déterminer le type de structure dont on aura besoin, le type d'équipement, il faut se poser certaines questions. Et puis, ça peut être au niveau de la culture qu'on aura au niveau des serres, la superficie, la période de production, le budget, le site immédiat, l'accès à une main-d'œuvre. Donc, toutes ces questions vont nous amener des réponses qui vont permettre de mieux cibler ce dont on a besoin au niveau de notre projet. Je commence tout de suite avec le choix du site. Donc, c'est quelque chose d'important. Comme je le disais, c'est une décision avec laquelle on va vivre plusieurs années, que ce soit pour une location ou pour un achat, parce qu'on met beaucoup d'argent au niveau de la serre, justement. Donc, au niveau de la topographie, on va chercher une pente pas très prononcée, généralement entre 0,5 et mettons 1,5%, afin de pouvoir avoir un bon ruissellement, mettons de l'eau de pluie durant le printemps ou encore de la fonte des neiges. Et puis, on ne veut pas que la pente soit trop prononcée pour pas que ça soit un frein à la mécanisation. Pensez à un chariot, comme le disait Danny tantôt, sur des rails. Donc, quand on a une pente trop prononcée, c'est moins évident. Donc, évacuation de l'eau, c'est super important. Et puis, l'historique du site aussi. Donc, je vois ça surtout au milieu urbain. On ne voudrait pas investir dans un site et puis se rendre compte par la suite qu'on est dans des sols contaminés. Au niveau du type de sol, la fertilité, ce n'est pas vraiment un problème parce que souvent on est en culture hors sol et puis même si on est culture plein sol, avec le temps, puis nos intrants, on est capable de régler cette problématique. Par contre, il faut des sols avec un bon drainage. Là encore, on ne voudrait pas qu'il y ait une accumulation d'eau. Donc on va éviter les sols lourds comme la grosse argile où est-ce que le pouvoir drainant est très très faible. Et puis on va vérifier aussi la stabilité, parce que si le terrain n'est pas très stable, on aura peut-être besoin de fondation, ce qui va venir augmenter les coûts de construction de la serre. Au niveau du microclimat, on va éviter les sites un petit peu mélancoliques, à côté des cours d'eau, etc. Ce n'est pas évident. Donc quand il y a du brouillard, on évite ce genre de site-là. On choisit un site avec beaucoup de lumière, loin des boisés, donc pour justement avoir le maximum de lumière. Si on n'a pas le choix, on a toujours la possibilité d'une coupe. Par contre, là encore, on augmente les frais de construction. On évite aussi les bas de pente, les cuvettes, comme j'ai dit. Vous savez, l'air froid est lourd. Si on est en bas d'une pente, l'air froid va toujours avoir tendance à descendre, puis on va être pogné avec, et puis là, on va solliciter nos systèmes de chauffage, puis ça va être plus difficile là, au niveau de la gestion. Ensuite, lorsqu'on choisit encore le site, il faut garder en tête qu'il faut avoir accès à une source d'eau en quantité puis en qualité. Donc c'est super important de faire une analyse de sol, on en parlait tout à l'heure, pas une analyse de sol, pardon, une analyse d'eau. Et puis en fonction de notre source d'eau, le design de notre système d'irrigation va se faire. Et puis c'est ça, en fonction de ces deux paramètres, on aura peut-être besoin de certains équipements ou non.
Accès à une source d'énergie. Idéalement, ça serait d'avoir accès à du gaz naturel. C'est sûr que ce n'est pas la source d'énergie la plus verte, mais c'est celle qui a un coût d'investissement et un coût d'opération plus intéressant. Si on n'a pas accès au gaz naturel, il faut s'assurer que, peu importe notre système de chauffage, que ce soit à la biomasse, au propane ou peu importe, ça serait d'avoir la possibilité de se le faire livrer sans avoir à payer des coûts exorbitants. Finalement, la localisation, je dirais que ça dépendra surtout du marché visé. Donc, si on vise un marché de proximité, on va choisir de s'installer à côté d'un centre urbain ou d'un milieu urbain. Si c'est plus pour de la mise en marché de gros, on va faire en sorte de s'installer à côté de grandes artères routières là, pour la livraison. Et des fois, quand on est à côté d'un secteur industriel ou encore un milieu urbain, en tout cas, il peut y avoir des polluants qui vont venir, par exemple, s'installer au niveau de notre recouvrement, et puis ça pourrait diminuer la durée de vie de nos plastiques, etc. Là, c'est un petit peu plus au niveau de l'orientation. Donc, les vents dominants, c'est important de connaître les vents dominants de notre site. Généralement, c'est du est-ouest sur ce plan-là. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'on va orienter la serre en fonction des vents dominants. Pour deux raisons. Premièrement, on va éviter d'exposer. En fait, on va faire en sorte d'exposer le minimum de surface de serre au vent pour éviter de solliciter la structure. Et puis la deuxième raison aussi, c'est pour diminuer les pertes énergétiques par convection avec le vent. Et puis, si jamais on n'a pas le choix, on peut toujours mettre des brise-vents. C'est subventionné par Prime Vert. Et puis, voilà. Au niveau de l'orientation des serres, moi, je le dis tout de suite, pour des entreprises qui sont en production saisonnière, donc mettons du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, par exemple, l'orientation de la serre, on va pas vraiment, ça ne sera pas perceptible au niveau de l'orientation de la serre. Par contre, si on est un producteur qui va produire à l'année, à ce moment-là, ça devient important. Généralement, une orientation est-ouest, c'est une meilleure luminosité hivernale, donc on va aller chercher plus de lumière en hiver, tandis qu'une orientation nord-sud, on va venir chercher plus en uniformité de la luminosité. Puis là encore, c'est non perceptible pour une production saisonnière. J'avais mis une petite photo là, c'est une petite image là. Vous regardez en haut, ça c'est en hiver, dans le mois de décembre, je pense que c'est le 37e ou 40e parallèle. En tout cas, ça rapproche à nos conditions. Et puis on regarde que la partie en haut, on a une orientation de la serre qui est nord-sud. Et puis vous avez le petit point noir là, c'est la gouttière. Et puis en fonction de la localisation du soleil durant la journée, la gouttière va faire de l'ombre sur le sol. Puis on voit que durant une journée, la zone d'ombre qui est causée par la gouttière et la position du soleil va vraiment se déplacer. Donc on va avoir une certaine uniformité. En bas, c'est une orientation qui est est-ouest, la même que le soleil. Le soleil va garder la même hauteur. La gouttière va rester au même endroit, donc la zone d'ombre va rester la même durant toute la journée. Donc on a moins d'uniformité. Par contre, on a une meilleure luminosité hivernale. Vérifiez aussi au niveau de la réglementation municipale si vous pouvez construire des serres avant d'acheter ou louer votre site. Et puis, quelque chose que je trouve très important, moi, c'est avant de passer à l'acte, mettez votre projet sur un plan directeur. C'est du papier, fait que c'est modifiable, ça nous évite de faire des erreurs qui coûtent cher. Ça vous permet aussi de faire un inventaire des bâtiments de service. Et puis, deux points aussi importants, évitez toujours d'installer des bâtiments de service au sud des serres parce que ça va vous faire de l'ombre. Et puis, pensez aussi à l'espace, il ne faut pas que ça soit un frein à l'expansion. Donc, un petit exemple là, encore d'un complexe dans un plan directeur. Et puis, peut-être juste attirer votre attention au niveau du pavillon de travail. À partir du pavillon de travail, on a accès vraiment à tous les bâtiments de service. Là, on a accès aux serres, aux bureaux, à l'entrepôt, à la zone de livraison. Donc, on pense optimisation aussi quand on construit notre complexe. Faute de temps, je vais passer assez rapidement au niveau des structures. Donc, au niveau des tunnels, on a des mini-tunnels, tunnels chenilles, grands tunnels, tunnels parapluies. C'est des coûts qui sont différents. Tunnel parapluie, c'est assez récent, c'est intéressant avec des cultures palissées, comme par exemple de la framboise. Par contre, il reste encore un petit peu de recherche à faire à ce niveau-là. Et puis, au niveau des serres, c'est des structures là encore qui sont fixes. Et puis, selon les équipements qu'on va mettre à l'intérieur, on pourra pousser le niveau de contrôle.
Ma présentation va être disponible, je vais vous laisser regarder ça à tête reposée, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir avec les tunnels, c'est que ça permet d'allonger la saison de culture là, de quelques semaines, et puis ça permet aussi de protéger les cultures contre les différents intempéries, des fois même ravageurs, etc. Tandis que les serres, en fonction de ce qu'on met à l'intérieur, on est capable d'aller produire à l'année ou pas, puis on est capable aussi d'aller chercher un degré de contrôle assez intéressant. Mais là encore, il y a une question d'investissement là-dedans, et puis il faut savoir combien d'argent est-ce qu'on est capable de mettre, combien d'argent est-ce qu'on veut mettre par mètre carré, et puis parce que il y en a pour tous les prix, là on peut se ruiner en allant avec la Cadillac. Peut-être un petit peu l'accent au niveau des serres qui sont chauffées. On a deux types de serres, individuelles et jumelées. Serres individuelles, c'est plus adapté pour des petites entreprises. Ça ne nécessite pas un gros investissement. Le ratio surface exposée, mettons, à l'extérieur par rapport à la surface de culture est élevé, ce qui fait en sorte qu'on aura des pertes énergétiques qui vont être plus importantes que pour une serre jumelée, par exemple. C'est pour des saisons de production assez courte, donc pas à l'année. Pour des cultures diversifiées, on a différentes hauteurs et largeurs. Au niveau des serres jumelées, peut-être un petit peu plus adapté pour les entreprises de moyenne et grande taille. Donc ça nécessite des investissements assez importants, surtout qu'on en bâtit là pour des superficies assez importantes. C'est très adapté pour des productions spécialisées à l'année. Donc mettons les tutorelles, les high wire, tomates, concombres et autres cultures connexes. Là encore, on a différentes largeurs puis différentes hauteurs. Une fois qu'on aura choisi la structure, il faut choisir un recouvrement, puis je pense que c'est l'un des choix les plus importants qu'on aura à faire lorsqu'on construit notre complexe. Ça va dépendre des besoins de vos cultures, de vos besoins énergétiques, de votre budget, et puis de la capacité de la structure aussi. On va éviter d'installer du verre dans une structure qui est faite pour accueillir du polyéthylène. C'est évident, mais je le dis quand même. Les plus communs, polyéthylène, verre, polycarbonate. Pour le polycarbonate, j'ouvre un petit peu la parenthèse. Moi, j'ai jamais vu une serre qui est complètement recouverte de polycarbonate. Ça se peut, mais c'est un matériau qu'on va utiliser vraiment sur les côtés pour ses propriétés isolantes puis de protection. Puis je vais en parler un petit peu plus bas. Ça a un effet direct sur la quantité de lumière qui est disponible et puis sur les pertes énergétiques. Donc le verre, le matériel noble, c'est une durée de vie qui est vraiment exceptionnelle. Des fois, on dépasse même celle de la structure. Par contre, il est dispendieux. Ça nécessite une structure renforcée pour supporter le poids du verre. L'installation, elle est compliquée. On a une bonne transmission de la lumière de manière générale, puis aussi une bonne transmission des rayons directs. Et puis, on a peu de pertes par infrarouge. Donc, en tout cas, pour ceux qui se demandent la question, l'infrarouge, le sol, durant la journée, va accumuler de la chaleur et durant la nuit, il va réémettre cette chaleur sous forme d'infrarouge. Et lorsqu'on a un matériel de recouvrement qui est perméable aux infrarouges, on va perdre cette chaleur dans l'atmosphère. Polycarbonate, durée de vie qui est bonne, 10 ans, des fois même plus, moins dispendieux que le verre. Il est résistant aux impacts. Il est disponible en plusieurs couches. Il est surtout, comme je le disais tout à l'heure, utilisé pour ses propriétés isolantes et de protection. Donc, on va vraiment l'utiliser sur les côtés ou encore sur les fêtes pour avoir un pouvoir isolant. Par contre, il faut juste faire attention parce que ça a tendance des fois à faire de la condensation. Je ne sais pas s'il y a des additifs qui ont réglé le problème, mais à ma connaissance, quand j'en vois, il y a souvent de la condensation. Finalement, le plus utilisé, le plus abordable aussi, le polyéthylène. Par contre, c'est des durées de vie très courtes. 3-4 ans. En ornemental, on peut aller un petit peu plus, peut-être 5. C'est le plus abordable, comme je le dis. Il est disponible en simple et en double couche. Plusieurs additifs et options disponibles qui lui permettent d'avoir des propriétés vraiment recherchées au niveau de la sériculture. L'installation, elle est simple et rapide. Par contre, il est fragile, tendance à déchirer souvent. Et puis, on a des pertes importantes par infrarouge. J'ai mis un petit tableau, je ne vais pas le passer en détail, mais vous avez plusieurs colonnes. La transmission de la lumière, plus c'est élevé, plus c'est intéressant. La transmission de chaleur, donc plus c'est élevé, plus on perd de chaleur. Transmission thermique par infrarouge, là encore, plus c'est bas, mieux c'est. Et puis bien sûr la durée de vie. Peut-être juste attirer votre attention sur le polyéthylène double versus double infrarouge. On garde la même transmission de lumière, mais rien qu'avec le recouvrement infrarouge, on est capable d'économiser au niveau du chauffage. C'est super intéressant, puis ça vaut
ça vaut le coup au niveau du prix, là. Bon, une fois qu'on a choisi notre recouvrement, des fois, en fait, souvent j'ai le commentaire comme quoi c'est un monde, les plastiques, on n'est pas chimiste, c'est très compliqué. Puis j'essaie un petit peu de démystifier. Puis lorsque vous regardez par exemple une fiche technique, de savoir un petit peu, bon ben, AC ou IR ou thermal, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la durée de vie d'un recouvrement va dépendre de plusieurs paramètres, dont le climat, donc température, l'ensoleillement, et aussi des fois quand on a par exemple des vents avec du sable qui vont venir faire de l'abrasion sur le recouvrement, on va diminuer sa durée de vie. Les additifs utilisés, j'ouvre la parenthèse, généralement quand un plastique vieillit, sa durée de vie, bon, on arrive à sa fin de durée de vie utile, il devient jaune, et puis ça c'est l'effet des ultraviolets sur le plastique, c'est ce qui donne cet effet jaune. Et puis généralement, ce qu'on voit, c'est qu'on va rajouter des photostabilisateurs au plastique, ce qui va donner par exemple du polyéthylène longue durée, puis ces photostabilisateurs vont contrer les effets des ultraviolets. Donc, l'épaisseur du film aussi va avoir un impact sur la durée de vie, donc que ce soit du 6000 ou du 7.2, voilà. Et puis bien sûr la gestion au niveau de la serre. Donc, c'est sûr que quand on a des pesticides qui vont venir se coller sur le recouvrement, ça va venir les dégrader plus rapidement. Au niveau de l'entretien qu'on fait aussi, ça va permettre ou pas d'avoir une bonne transmission de la lumière. L'anti-condensation, je pense que c'est le recouvrement le plus important, le plus intéressant. Ils sont tous intéressants, mais lui, je l'aime beaucoup parce que c'est un agent mouillant qui permet de réduire la tension de surface. Puis grosso modo, ce que ça fait, c'est lorsqu'on a de la condensation au niveau du recouvrement, puis ça c'est un problème au niveau des serres, cet agent va faire en sorte que la gouttelette va glisser au niveau du plastique jusqu'au sol. Donc, elle ne sera pas coincée là, on va avoir une meilleure transmission, et puis on va aussi éviter l'égouttement sur les plants, ce qui pourrait causer des problèmes phytosanitaires. On peut acheter un polyéthylène, par exemple, déjà traité, ou bien on peut acheter un polyéthylène non traité, puis le faire nous-mêmes, ou bien le refaire après quelques années si jamais le traitement a disparu. Petit point, si jamais vous voulez le faire vous-même, choisissez un produit de qualité parce que ça vaut vraiment la peine. Au niveau des ultraviolets, je vais passer ça rapidement, c'est un additif, en fait, on ne le voit pas souvent, mais des fois on peut le voir. On est capable de bloquer partiellement ou en totalité les ultraviolets qui vont entrer dans la serre. Ça peut avoir un effet bénéfique ou négatif au niveau des insectes, ravageurs, auxiliaires, etc. à l'intérieur de la serre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si jamais on veut bloquer une partie ou une totalité des ultraviolets, il faut juste garder en tête que nos pollinisateurs, nos faux bourdons, etc., utilisent les ultraviolets pour se déplacer dans la serre. Et puis si on bloque tous les ultraviolets, on supprime littéralement leur système de navigation. Infrarouge thermal, là encore c'est super intéressant. Donc c'est un additif pour réfléchir les rayons infrarouges. Quand ils partent du sol, mettons, ils vont frapper le recouvrement avec infrarouge, puis ils vont redescendre. On va garder cette chaleur à l'intérieur. On peut parler d'économie entre 10 et 20%, selon la situation de la serre. C'est des périodes de retour sur investissement qui sont très rapides. On est capable d'amortir ça en quelques mois de chauffage. Ça permet aussi, selon la littérature, d'avoir des plants plus compacts et plus colorés, probablement grâce à l'effet de la chaleur. Et puis, ce qu'on voit aussi dans les zones un petit peu plus chaudes, c'est qu'on va placer l'additif à l'extérieur pour bloquer les rayons infrarouges qui vont venir de l'extérieur. Donc, ça permet un petit peu de tempérer la serre si on veut. Finalement, de la diffusion contrôlée, on est capable de le faire de deux manières, soit avec un additif ou encore par traitement physique. Ça permet de diffuser les rayons lumineux. Donc, quand on arrive, les rayons de soleil directs vont rentrer dans la serre. Souvent, lorsqu'on a une structure ou encore les hauts des plants, on va faire de l'ombre plus bas au niveau de la serre. La diffusion de la lumière va permettre vraiment de faire rentrer les rayons de tous les côtés. Puis ça va permettre une meilleure uniformité au niveau de l'interception de la lumière. Même au niveau du plant, parce qu'on a un taux de photosynthèse maximal, mettons, au haut des plants, puis si on est capable d'aller rejoindre les feuilles inférieures, c'est intéressant, là, on gagne en rendement. Puis ça aurait aussi un effet sur les ravageurs. Puis quand on y pense, si on a plus de chaleur sous le bas des plants, moins d'humidité, on a moins de risques phytosanitaires. Les recouvrements, donc des nouveautés. J'ai vu des complexes assez récents qui ont été construits avec ce matériel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verre transmet principalement des rayons directs avec l'effet de la structure. Et lorsque c'est ensoleillé, on peut avoir des effets d'ombre.
On peut choisir le polyéthylène qui a une plus grande part de rayons diffus. Par contre, c'est un plastique qu'il faut changer aux 3 à 5 ans. Ce n'est pas pratique. Donc la solution qui a été proposée au marché dernièrement, c'est le verre diffus qui est traité en surface. Grosso modo, c'est mettons des égratignures. Et puis ça permet vraiment de diffuser la lumière. Il est plus dispendieux, par contre, il vaudrait le coup. Et puis, on a aussi un meilleur taux de photosynthèse pour les cultures tutorées, mettons high wire, etc. Et puis, selon l'université Wageningen, le climat diffus permettrait, en fait, le verre diffus permettrait un climat plus uniforme, 5 à 10% de plus de rendement. C'est intéressant, là, on est en business. Et puis, un temps de production plus court aussi pour les plantes ornementales. Et puis, grosso modo, là, le résumé de tout ça, c'est 1% plus de lumière est égal à 1% plus de rendement. Petite photo là, qui illustre un petit peu. Là. De gauche vers droite, on a du verre standard, du verre diffus à 41%, puis du verre diffus à 74%. Et puis, on regarde un petit peu l'effet d'ombre. Avec le verre diffus, on vient vraiment, pas en totalité, mais on vient l'éliminer en partie. Donc, on a une meilleure uniformité de l'interception solaire au niveau des plans, puis la structure, etc. Une autre nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, mais bon, j'ai pas écrit le nom complet, c'est ETFE pour éthylène, tétrafluoroéthylène. C'est plus simple à prononcer que mon prénom. Mais ETFE, c'est très présent au Japon, pas assez en Amérique du Nord, je pense. Il a des transmissions de lumière de plus de 94%, c'est carrément plus élevé que le verre, là, c'est super intéressant. C'est un polymère, donc on est capable de rajouter plusieurs additifs pour lui donner des propriétés qu'on recherche. Il a une surface anti-poussière, donc on n'a pas besoin d'entretien et on est capable de garder une bonne transmission plusieurs années de suite. Transmission des UV qui est plus importante. Il est très léger, 1% du poids du verre, très résistant, 300% d'élongation, donc on est loin du polyéthylène. Durée de vie de 15 ans, des fois on la dépasse même, on peut même aller jusqu'à 30 ans dans certains cas. Puis ce qui est selon moi super intéressant, c'est du double ETFE. On diminue la consommation énergétique de 30%, puis on est capable de garder une transmission de 88%. Si on revient à mon tableau tout à l'heure, c'est assez particulier. C'est aussi résistant au feu, donc c'est bon pour les assurances. Et puis c'est recyclable. Au niveau de notre secteur, on ne se le cache pas, on utilise pas mal de plastique. Si avec une mesure de la sorte, on est capable de diminuer ou de réduire cette utilisation, c'est bon pour nous, puis pour l'environnement, puis pour le consommateur aussi. Bon, on a choisi nos recouvrements. Je vais parler un petit peu des équipements, particulièrement du chauffage. Je ne vais pas m'attarder là encore là-dessus parce qu'il y a de l'information qui est disponible assez facilement. Puis je pointerai peut-être au niveau des fiches de mesure d'efficacité énergétique du superbe travail qui a été fait par les producteurs en serre du Québec. Elles sont gratuites et sont disponibles sur leur site. Puis on a les 10 mesures pour améliorer l'efficacité énergétique. Et puis ce tableau, il est tiré de ces fiches-là. Donc la source d'énergie, sachez-le, c'est en fonction de la disponibilité, oui, mais aussi du coût d'investissement des systèmes, du coût d'entretien, des coûts d'opération, et puis ça va dépendre aussi de notre période de production puis de nos superficies. Donc si vous regardez le tableau puis que vous regardez au niveau de votre situation, là, ça va vous donner une bonne indication de quelle source d'énergie choisir. C'est sûr que ce n'est pas toujours disponible, des fois on n'a pas le choix d'aller avec de l'huile numéro 2, mais bon, l'information elle est là. Une fois qu'on a chauffé, on va aller vers la ventilation. Deux types de ventilation, naturelle, mécanique. Au niveau de la ventilation naturelle, comme Daniel disait tout à l'heure, c'est basé sur la différence de pression causée par le vent ou encore un gradient de température. C'est principalement des côtés et des toits ouvrants. On peut avoir un ou deux ou les deux. Si jamais on utilise des moustiquaires, il faut surdimensionner ces ouvrants-là. C'est très limité par temps chaud et calme, donc on a une moins bonne ventilation. Puis en temps froid aussi, lorsqu'on ouvre les côtés ouvrants, l'air froid est plus lourd, donc qui va venir se mettre au niveau des plans, puis ça peut causer des dommages. On ajoute de la ventilation mécanique, des fois, mettons, les fan jets, c'est super intéressant, surtout quand il y a des accalmies, donc c'est un ventilateur qui va pousser de l'air dans un polyéthylène troué.
Et puis, c'est ça, au niveau de quand il y a un temps d'accalmie, c'est intéressant. En hiver aussi, parce que l'air qui va être poussé dans le polyéthylène aura le temps de se réchauffer avant de descendre aux cultures. Et puis quand on ferme les louves et qu'on fait fonctionner seulement le fan jet, on est capable de faire de la recirculation. Ventilation mécanique, là encore rapidement, supposé fournir 100% des besoins en ventilation. On a la ventilation d'extraction qui va permettre avec des ventilateurs de venir faire sortir l'air vers l'extérieur de la serre puis faire rentrer l'air frais à partir de louve. C'est adapté aux serres jumelées. Puis on a aussi de la pression positive qui va pousser à l'aide de ventilateurs de l'air frais à l'intérieur. Et puis l'air de la serre va sortir par des louves sous-dimensionnées. Ensuite, l'air chaud monte, l'air froid descend. Pour éviter de chauffer indéfiniment, on a besoin de brasser cet air-là pour avoir des températures correctes au niveau des cultures. Donc c'est là où est-ce que la recirculation est importante. HAF, donc faire bouger l'air sur un plan horizontal. On a une bonne photo ici, ça illustre un petit peu à quoi ça ressemble, le mouvement d'air. Ça évite la stratification des températures. Les VAF, c'est un Vertical Airflow, donc on vient vraiment travailler au niveau de la canopée pour évacuer l'humidité ou encore la chaleur ou apporter de la chaleur. C'est intéressant avec de l'éclairage, comme par exemple des HPS qui vont libérer de la chaleur. On va pouvoir pousser cette chaleur-là vers les plombs. Ils sont un petit peu plus chers que les HAF, mais on en utilise moins, donc le coût est similaire en fin de compte. Système de gestion du climat, je vais faire rapidement parce que notre présentation et celle de Dany sont recoupées tout à l'heure. La régie du climat est super importante, il y en a pour tous les prix. J'en ai déjà subventionné pour 60 000 $ de ces systèmes de gestion du climat. Ça dépend de nos besoins, de ce qu'on recherche, de notre nombre de contrôles. Et puis, c'est intéressant au niveau de l'efficacité énergétique, mais aussi au niveau de la main-d'œuvre. Système d'irrigation, là encore, Dany en a parlé. C'est important, le design. On va essayer d'automatiser pour faire des gains au niveau de la main-d'œuvre. Donc, pensez aussi à Primevert parce que automatisation et puis gestion optimale de l'eau d'irrigation, pour moi, ça va de pair. Et puis, ne lésignez pas sur l'entretien. C'est vraiment payant d'avoir un système d'irrigation qui va apporter de l'eau de manière uniforme. Pulvérisateur, donc c'est selon la superficie puis la réalité de l'entreprise. On a des pulvérisateurs qui vont faire un 10 000 m² en 30 minutes, puis d'autres qui vont le faire en 2 heures. Il y en a pour toutes les bourses. Ce qu'il faut savoir, c'est la pénétration et la couverture va dépendre de la taille des gouttes, de la pression du pulvérisateur, etc. Puis même en bio, on a besoin d'un pulvérisateur. Équipement pratique, donc des recouvrements de sol. Ça peut être du polypropylène ou encore du plastique 6000. Sarclage est égal sacrage. Fait que si on est capable d'éviter les mauvaises herbes, on va le faire. Et puis le coût, c'est quand même assez intéressant. Puis c'est des matériaux qu'on va pouvoir garder plusieurs années. Ils sont disponibles en 2 couleurs, noir ou blanc. Blanc, on va réfléchir la lumière. Noir, on va en accumuler de la chaleur. Et puis ça permet aussi de maintenir l'humidité au niveau du sol. Donc c'est une humidité en moins qu'on va devoir gérer dans la serre, mettons. Chariot, Dany aussi en parlait tout à l'heure. Je pense que même nos photos se recoupent. Donc écoutez, la vitesse moyenne de quelqu'un qui marche, c'est à peu près 4 pieds par seconde. Puis là encore, je suis désolé pour le système impérial, j'ai comme été conditionné. Et puis généralement, ça va prendre 1 minute pour faire un aller-retour dans une serre de 100 pieds. Multipliez ça par le nombre de fois que vous allez le faire durant la saison ou l'année. Et puis ajoutez à ça le temps pour se baisser, monter. Ça commence à faire du temps, puis ça commence à faire de l'argent aussi. Donc des chariots, au lieu de transporter 1 ou 2 paniers de tomates, on va peut-être en transporter 10, 15, je ne sais pas, là ça va dépendre du chariot. Et puis on a même des chariots qui nous permettent d'avoir des positions ergonomiques, donc une meilleure efficacité du travail. Et puis ils sont disponibles sur rail, oui, mais il y en a aussi sur pneumatique. Et puis tu sais, parlez avec votre machiniste, des fois ils peuvent faire des miracles. La même chose au niveau des chariots de travail, donc pour l'entretien des cultures en hauteur, que ce soit le palissage, baisser les plants, effeuillage, etc. Ils sont disponibles sur rail et pneumatique. Puis c'est vrai, comme disait tout à l'heure Dany, c'est des équipements qui peuvent être encombrants. Est-ce que ça vaut la peine pour une serre de 100 pieds? Peut-être pas, mais quand on commence à avoir plusieurs serres, puis qu'on utilise souvent des échelles, même le fait de devoir les revirer de bord à la fin de la serre, on a un gain par rapport à l'utilisation d'une échelle.
Un autre équipement que je trouve pratique, je voulais vous en parler, donc c'est pour ceux qui utilisent du paillis pour contrôler les mauvaises herbes sur des planches. Donc je pense que c'est un équipement de TerraTech. Et puis ça prend 2 personnes, puis ça va super vite, on installe le plastique. Et puis en plus, on est capable de se procurer un rouleau perforateur qui va perforer les zones pour le repiquage des plants. Fait qu'on fait ça quand même assez rapidement, puis c'est intéressant. Puis il y a même une option goutte à goutte pour mettre le tuyau sous le plastique. Semoir, écoutez, c'est selon la superficie, taille des semences, votre profondeur de semis, le degré de précision qu'on cherche. Idéalement, ça serait de chercher un semoir versatile qui va vous permettre de faire plusieurs choses à la fois. Les semoirs multirangs sont intéressants. Puis là, j'ai mis 2 photos d'un producteur qu'il avait un Jung 1 rang, puis je lui ai subventionné un Jung 5 rangs. Ouais, c'est ça, 5. Fait qu'en principe, on devrait faire le travail beaucoup plus rapidement avec un 5 rangs plutôt qu'un seul rang. Au niveau, je pense, à ce moment-là, je pense aux producteurs bio qui font de la fertilisation solide. Des fois, ça peut être lent avec une chaudière, puis un pot. Puis essayez de penser à quelque chose. Vous pouvez prendre une brouette, la modifier, ajouter une vis, puis ne pas vous arrêter. Puis après ça, quelqu'un, oui, pourrait venir incorporer. Ou en mettant un petit équipement comme celui-là, le Fertile Dispenser, on l'accroche, puis on a des doses, ça peut aller de 2 à 25 grammes. Ça permet une meilleure uniformité de l'application des engrais et puis une économie d'engrais aussi. Ce que je me demande, par exemple, vu que c'est des systèmes qui utilisent la gravité en fait pour les engrais. Si on fait des mélanges, puis des fois on peut avoir besoin de faire des mélanges, mettons farine de plume, poudre de son, Actisol, etc. Est-ce que ça va bien réagir? Je ne suis pas convaincu, il faudrait l'essayer. Puis là encore, vous pouvez essayer des trucs, innover. J'ai presque fini, je pense que c'est mon avant-dernière présentation. Là encore, je renvoie vers les fiches des producteurs en serre du Québec, mais vite de même, des mesures qui permettent aux producteurs d'économiser au niveau du chauffage et qui ne coûtent pas excessivement cher. J'en ai listé quelques-unes. Pensez au double polyéthylène avec une soufflerie. Ça vous permet déjà en partant des économies qui peuvent aller jusqu'à 40%. Polyéthylène infrarouge, c'est quelques dollars de plus. Puis ça vous permet d'aller chercher des économies qui peuvent aller jusqu'à 15% par rapport à du polyéthylène standard. Isolez vos périmètres ou vos murets de serre avec du polystyrène. Il y a même des coûts sur les fiches des producteurs en serre. On est capable d'aller chercher un autre 10% à ce niveau-là. Et puis pensez aussi à la recirculation de l'air. C'est incroyable comment on peut aller chercher une économie d'énergie là-dedans. Là, c'est des économies qui peuvent aller jusqu'à 30% rien que de brasser l'air parce que on va ramener la chaleur, on n'aura pas besoin de la refournir pour les plants. Pour conclure, il y a une multitude d'équipements disponibles au niveau des serres. On pourra en parler durant toute la journée. Là, je vous en ai donné quelques-uns, mais la question qu'il faut toujours se demander, c'est en achetant un équipement, quel gain est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que ça va être des gains au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de l'efficacité énergétique? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet équipement? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser à 100% ou pas? Est-ce que c'est une dépense nécessaire? Et puis des fois, rien qu'en discutant avec vos conseillers en serre, ils vont pouvoir vous apporter des éléments de réponse, puis ils vont peut-être même vous faire cheminer vers quelque chose qui serait plus adapté pour vous. Donc sur ce, je vous dis merci, puis voilà.